messieurs, je suis Isabelle, la directrice de Grande Action, et c'est un infini plaisir de vous retrouver toujours aussi nombreux à l'occasion de notre 5e édition du Ciné-Club Univers Convergent au Grande Action. Et ça, c'est vraiment un exemple de pérennité et un exemple de succès. Vous savez, il en va de la vie des ciné-clubs, comme de la vie des festivals et comme de la vie de beaucoup de choses dans ce bas monde. Il y a des périodes de succès, il y a des qui alternent avec des périodes d'insuccès, et il y a des modes, et puis on va très vite, on en parlait avec Jean-Philippe tout à l'heure au Grand Bar, on se détourne d'une chose pour aller vers autre chose. Eh bien, il y a quand même quelque chose qui reste, c'est le succès du Ciné-Club Univers Convergent au Grande Action. Et ceci... avec l'évolution de l'IHP et en particulier avec l'arrivée de la nouvelle directrice de l'Institut, Sylvie Berzoni. Bonsoir. C'est une grande première pour moi, effectivement. C'est assez impressionnant, comme vous pouvez vous en douter, de prendre la succession de Villani. Et ce ciné-club fait partie des, je pense, des réussites de l'IHP ces dernières années. Donc 5e édition cette fois-ci, avec une salle comble, c'est un vrai régal. Et on commence aujourd'hui avec un sujet fascinant, difficile, je pense, parce que c'est finalement un grand mystère, comme le titre l'indique. Et moi, c'est assez marrant parce que ça fait un petit peu écho aux questions qui m'interpellent en tant que mathématicienne. Il y a parfois des objets mathématiques dont on sait prouver l'existence sans pouvoir dire grand-chose dessus. Et donc la matière noire, j'imagine que c'est un petit peu ça aussi. Donc j'espère qu'on ressortira de là avec une idée plus claire et on aura des experts pour vous expliquer les dessous de tout ça. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue et puis j'espère que vous avez apprécié cette séance. Je repasse la parole à... Je vais dire un mot peut-être. Je vais dire un mot parce qu'en fait, je suis très content que ça continue, parce que c'est vrai qu'on s'était vraiment posé la question sous quel format. C'est quelque chose d'assez intéressant dans l'organisation de la vie publique française, c'est-à-dire que vous avez des gens qui occupent des fonctions et puis ils changent de fonction, il leur arrive des choses, et la grande difficulté c'est d'avoir une continuité des engagements qui ont été pris, et bien sûr sur des durées qui dépassent le mandat des individus. Donc ça fait plaisir de voir que voilà, tout s'est transmis, qu'il y a une continuité, et ça fait plaisir de voir ça. Donc je te remercie, puis je remercie à Quentin, et puis bien sûr Isabelle, parce qu'on avait préparé ça en amont dès l'été dernier pour savoir quel type de film, quel format, et voilà, ça fait plaisir qu'on soit arrivé à ça dans finalement avec une certaine souplesse. Et une vraie culture scientifique que vous avez apportée au sein même de la programmation de Grande Action. Et ça, je vous en suis vraiment infiniment reconnaissante, Quentin, Jean-Philippe et Sylvie, comme je le disais, effectivement, lors de cette première réunion, j'ai senti qu'avec vous, on allait pouvoir continuer ce merveilleux travail, et c'est vraiment, vous êtes exactement l'interlocutrice que nous attendions, que nous rêvions. Merci à tous les trois pour ces mots. C'est vrai que le Ciné-Club c'est une aventure qui continue, donc il continue surtout grâce à vous parce que vous êtes là et c'est ça qui permet toujours de relancer de nouvelles séances, le public qui est là. Alors le film de ce soir on s'en va loin dans l'univers avec le mystère de la matière noire. Alors on commence sur ceci, c'est un film un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas d'un film qui a été fait pour le cinéma. Alors on sacrilège ou pas comme on veut, on passe dans une salle de cinéma, un film qui a été fait pour la télévision. Cela dit, je n'ai pas trouvé à la connaissance de films de long métrage qui nous parlent de ce sujet de la matière noire et il me semblait important de l'aborder ici parce que c'est un thème, comme vous le verrez, qui c'est un thème qui vraiment relie les mathématiques, la physique théorique, la cosmologie sur lequel travaille Jean-Philippe et qui est vraiment à la frontière de la recherche actuelle. Ce film, il a été réalisé par Cécile Dangean qui va nous rejoindre en cours de projection, qui sera là pour en débattre avec vous, pour lui poser les questions que vous voulez. C'était son 2e film. C'est une réalisatrice de films de science très prolifique, elle en fait à peu près un par an. Son premier c'était L'homme presque parfait sur la question des cyborgs, en fait, quand on mélange les humains avec des produits, on met des puces dans le cerveau, l'homme augmenté, voilà. Ça c'est son 2e film. Son 3e film c'était le ventre, notre 2e cerveau, qui a eu pas mal de succès sur Arte. Et ensuite elle est passée sur une série de films sur le cerveau. Voilà, donc vraiment une réalisatrice du monde du film de science et qui connaît aussi, malheureusement, voilà, les contraintes de la télévision, dont on va aussi parler après éventuellement. Et nous avons ce soir une marraine. Et en fait, si nous sommes là ce soir, c'est vraiment grâce à elle. Elle nous rejoindra en cours de séance également. Donc Nathalie Ballon de la Brouille, elle est chercheuse au CEA, au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, il faut dire maintenant aussi. C'est ça. Elle est à l'Institut de recherche sur les sciences fondamentales de l'univers et sa spécialité c'est la matière noire et aussi l'énergie noire, mais ce soir on parlera de la matière noire. Et je l'ai vue en fait au festival de Florence, qui est un festival d'astronomie dans le Gers, c'est un festival où je vous conseille d'aller, c'est une semaine de sciences et d'observation des étoiles. Et elle a donné une conférence sur la matière noire et j'ai été complètement bluffé par sa présentation, d'autant plus que j'avais vu le film que vous allez voir ce soir qui a été tourné il y a 5 ans et vous allez voir qu'en 5 ans la science va très vite et donc vous avez des choses dans le film qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui et je trouve ça extrêmement intéressant d'en parler justement avec elle. Donc c'est une conférencière hors pair, elle est extrêmement sympathique et vous allez voir on a bien travaillé aussi la présentation puisque la dernière chose que je voulais vous dire c'est que pour marquer le coup du changement de formule on va changer un tout petit peu le déroulé du débat. Donc il y aura toujours le moment libre entre les scientifiques juste après le film de leur avis. Mais ensuite, il me semblait important de rappeler que l'Institut Henri Poincaré, qui organise le Ciné-Club, est un institut de mathématiques et de physique théorique. Et que la science, nous ici on en parle en lien avec la société, sur les questions éthiques, sur les questions de notre rapport à l'univers, mais il y a quand même des maths derrière tout ça. Et à un moment donné, il faut s'y mettre. Et donc j'ai demandé à chaque parrain, cette année, de sélectionner une équation. C'est l'équation avec laquelle soit il travaille tous les jours, soit il aura présenté quelque chose du monde, de l'univers sous un autre angle. Et donc elle a 5 minutes, Nathalie, pour vous présenter son équation, je la laisserai présenter, on va faire un autre souffle, 5 minutes. Et on va voir des équations, des courbes, on vous a présenté ça sur l'écran, j'espère que ça vous plaira. En fait, pour pouvoir avoir une place à la séance d'après, il faut répondre à la question. Écoutez, il me reste juste à remercier nos partenaires qui rendent ce Ciné-Club possible. Donc évidemment les 2 tutelles de l'Institut Henri Poincaré qui sont le CNRS et alors Sorbonne Université, puisque anciennement l'Université Marie Curie qui a changé de nom pour fusionner. Donc ce sont les 2 tutelles qui nous financent qui financent ce Ciné-Club, donc on les remercie énormément. On remercie évidemment le Grande Action, Isabelle, et toi et ton équipe et ta formidable équipe qui nous accueille toujours aussi bien et qui est toujours aussi au point techniquement et ça c'est précieux parce que quand on veut passer des films un peu compliqués à trouver, on peut le faire ici et pas ailleurs. Donc je t'en remercie vraiment. Et puis c'est un plaisir de travailler avec toi. Plaisir. Plaisir ou combien partagé, mon cher Quentin. Notre nouveau partenaire presse qui est Science et Avenir cette année, qui prend le pas sur pour la science, qui est notre partenaire qui nous accompagne juste maintenant. La librairie Scylla, par le visage d'Anaïs qui est là, qui continuera à nous présenter cette magnifique ouverture littéraire de science-fiction avec 3 petits livres que vous pourrez découvrir à la fin et qu'elle vend à la suite. Et j'espère que j'en ai pas oublié. Non, 1, 2, 3, c'est bon. Je remercie évidemment l'équipe de l'IHP, Raël qui est à la captation et qui nous assiste à la programmation, on peut l'applaudir. Christine qui travaille dans l'ombre. Et puis toi évidemment Jean-Philippe pour avoir tenu Ciné-Club pendant 4 ans et d'avoir décidé de le lancer. Alors là, super. Oui, on verra à la fin.
on verra à la fin. Ça c'est pas fait, voilà, non, c'est pas fait. Bon, eh bien, bonne projection, et on se retrouve juste après pour le débat et l'équation. Merci à vous. Le sable, le soleil, l'univers entier est fait d'atomes. Même les enfants sont faits d'atomes. C'est ce que vous croyez, et c'est certainement ce que vous avez appris à l'école. Mais toi, qu'est-ce qu'on commence à l'école que l'univers entier est fait d'atomes? Ça, c'était que le début de l'histoire. Il y a un univers beaucoup plus grand qui reste à explorer et qui est fait de matières complètement différentes. Des choses que nous n'avons jamais rencontrées jusqu'ici, et nous allons découvrir ce que ça dit. Aujourd'hui, la science bute sur un mystère qui remet en cause l'incertitude. Il y a désormais autre chose dans le cosmos, une réalité que nous commençons tout juste à entrevoir. Non, ça n'est pas sur partie. Elle est faite de quelque chose que nous ne comprenons pas. 95% de l'univers reste à explorer. En réalité, les atomes ne constitueraient que 5% de la matière de l'univers. Le reste nous est totalement inconnu. Tu sais ce que ça dit pas? Je ne sais pas ce que c'est. Dark matter isn't supernatural. La matière noire n'est pas surnaturelle. Même si son comportement mystérieux peut laisser penser. Certains l'appellent la matière fantôme. Cette matière invisible est autour de nous, mais elle n'interagit pas du tout avec nous. C'est comme si elle avait son existence parallèle. Dans le monde entier, les scientifiques se sont lancés dans une course folle, traquant la matière noire dans le ciel, mais aussi sous la Terre et dans l'espace. Mais pour l'instant, plus les instruments de recherche et les expériences sont perfectionnés, plus ils révèlent l'ampleur de notre ignorance. Qu'est-ce que la matière noire? Je ne sais pas, moi si je savais. La matière qui remonte. Grande question de la science, elle fait l'univers. On peut applaudir Nathalie Palanque, s'il vous plaît, qui nous a rejoint. Qui sera notre marraine ce soir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle était pas là, c'est vraiment suite à sa conférence à la Festival de Florence que j'ai décidé de faire cette soirée. Parce qu'elle a présenté la matière noire sous un jour que je connaissais absolument pas, la chaude, de la froide, voilà, elle nous expliquait tout ça. Et puis Cécile Dangean, on a posé évidemment, qui est la réalisatrice du film. Voilà, je vais vous laisser discours sur le film. J'avais juste une petite question pour commencer pour toi, Nathalie. Visiblement, il y a des gens qui ont des petits problèmes pour dormir la nuit avec la matière noire. Donc, comment sont tes nuits? Très noir. Non, mais pour moi, j'ai déjà vu ce film à plusieurs occasions, c'est toujours un grand plaisir de le revoir. Et je suis vraiment étonné de voir que plusieurs années après la confection du film, il y a encore la grande majorité des points qui sont abordés sont toujours d'actualité. Plusieurs des expériences dont on parle n'ont pas encore vu le jour, en particulier l'expérience Euclide. D'autres expériences qui étaient en gestation, comme en gestation qui avaient commencé à prendre des données, comme les deux expériences au LHC dans cet immense accélérateur de particules à Genève, où il espérait voir les premières interactions proches de matière noire. Il espère toujours voir les premières interactions proches de matière noire. Je crains maintenant effectivement que ça soit mal parti, mais le film est toujours autant d'actualité et on a clairement pas résolu le mystère de la matière noire. Bon, je vais dire des choses. Alors c'est très courageux de faire un film là-dessus, d'accord? Non, c'est très courageux. Alors, moi j'ai beaucoup rigolé parce que la plupart des gens j'ai travaillé avec eux, donc ce qui est très drôle c'est que David Sperrieux fait du David Sperrieux, que Étienne fait du Étienne, donc ça on rigole beaucoup, donc merci. Et puis surtout on voit que, en quelle année ce film? Ça devait être 2000 quelque chose vers 10, on a tous vieilli, c'est horrible. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait de la science sous l'observation médiatique. Et que c'est très difficile. Et que beaucoup de choses qu'on raconte, beaucoup de façons dont on en parle, en fait on n'a pas nous-mêmes digéré le phénomène de parler. Et en fait à un moment j'écoutais affirmation par affirmation et je me disais à chaque fois, en fait on pourrait remettre ça en cause, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est parce que le langage n'est pas fait lui-même. Et on voit très bien Étienne qui pourtant lui est philosophe, contrairement à moi, il a beaucoup du mal à s'exprimer. Et puis après je me suis dit mais en fait il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de choses bizarres, c'est la science comme on en a l'habitude. Rappelez-vous au XVIIIe siècle, on connaît la gravitation, on connaît les particules, on connaît rien de l'électromagnétisme. Pourtant vous prenez une boussole, elle va montrer le nord. Donc il y a quelque chose qui agit sur la boussole qu'on ne voit pas, mais on ne sait pas ce que c'est. Il y a un monsieur, un des plus grands génies de la science, qui s'appelle Michael Faraday, qui invente un notion de champ. Il dit en chaque point il y a une valeur d'un champ magnétique, d'un champ électrique. Alors il a des raisons pour ça, il y a d'autres expériences qui lui amènent à postuler ça, mais on ne voit pas ce champ. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'action de ce champ sur une boussole. C'est tout ce qu'on voit. Et il postule l'existence de cette chose et il vous dit en fait il existe quelque chose de supplémentaire dans la nature. Et là-dessus il va parler parce que Faraday c'était un génie, mais il n'était pas mathématicien, donc il ne savait pas formaliser ses idées en mathématiques. Celui qui va reprendre cette idée, c'est Maxwell, et Maxwell va dire à partir de sa théorie de l'électromagnétisme, il va comprendre ce que c'est qu'un champ magnétique, pourquoi la boussole bouge, il va comprendre que le particule chargé va être dévié. Et en partant d'un phénomène qu'il voyait, qui agissait, il avait l'impression qu'il y avait quelque chose d'invisible qui était là, il l'a rendu visible, c'est-à-dire qu'il a donné une théorie qui est partie d'une observation pour faire une hypothèse, et ces hypothèses ont permis de faire une théorie. Et si vous regardez l'histoire des sciences, c'est toujours comme ça, la science part toujours du réel, des choses que l'on voit, et ces choses-là ce sont des actions. Alors vous voyez qu'après il y a toute une discussion sur la réalité, donc Étienne, j'étais perdu, et il faudrait se dire c'est quoi la réalité, c'est quoi la réalité. Alors les autres ont plein de définitions, ils sont pas d'accord. Pour un physicien, la définition est très simple et très pragmatique. La réalité c'est tout sur quoi on peut agir. Si vous pouvez faire une action, si vous pouvez questionner votre système, s'il répond, alors vous pouvez l'étudier. Si vous pouvez l'étudier, vous pouvez chercher des régularités, vous pouvez essayer éventuellement de le mathématiser, faire une théorie, et une fois que vous avez cette théorie, de vérifier si c'est une bonne théorie. En général elle prédit plus, parce que le point qu'on est parti, c'est très bien que la relativité générale Quentin sur le film. Et donc d'avoir des nouveaux phénomènes que l'on va pouvoir mettre à l'épreuve, juste au moment où cette théorie qui, comme toutes les théories, a un domaine de validité, va être mise en défaut. Peut-être parce qu'elle va devenir incompatible avec un nouveau phénomène ou avec une autre théorie, et qu'on va devoir les unifier. Donc on a vu par exemple la mécanique quantique dans les années. Donc en fait, ce qui est en train de se passer là n'est rien de mystérieux dans la façon dont on fait de la science. C'est juste que c'est condensé en quelques dizaines d'années parce que les communautés de gens qui travaillent sur ce phénomène sont beaucoup plus grands. C'est aussi plus dramatique parce qu'on parle de l'univers, qu'on a l'impression qu'on parle de votre existence, des Big Bang. Clairement, vous avez tous les budgets que vous voulez. Et alors là, je peux le dire ici parce que je me suis embrouillé avec mes amis physiques des particules. On ne reproduit pas le Big Bang dans les lâchers, d'accord? Ça, c'est un mensonge, d'accord? J'ai essayé d'expliquer beaucoup qu'il y avait une différence entre des particules qui se diluent dans un espace et un espace qui se dilue lui-même. Donc c'est des choses qui sont radicalement différentes. Mais alors ça, c'est une idée très intéressante qui peut faire savoir pourquoi on a cette affirmation et pourquoi même les scientifiques la répètent parfois en sachant qu'elle est fausse. Alors là, c'est de la sociologie. Et en fait, ton film est très intéressant de ce point de vue qui est le point de vue sociologique. Et moi, j'ai plutôt vu comme ça, on va dire quelle est cette communauté qui se retrouve sur cette question. Et ça, c'est le deuxième point de la science. L'idée
faire des expériences et avoir des théories. Et là, c'est très beau dans cette aventure sur la compréhension de cette matière qui structure l'univers, c'est qu'on a un certain nombre d'indications. Toutes de l'astronomie et de la cosmologie. Le premier était quand même Prandtl qui était en 1933, donc déjà avant Vera Rubin il y a eu quelque chose. Alors quand vous parlez de prix Nobel, il y a quand même un scandale, c'est que Vera Rubin n'ait pas eu le prix Nobel, d'accord. Cette année morte en 2016 à l'âge de 88 ans, c'est une astronome qui a changé l'astronomie. Aussi importante que, même peut-être plus importante, parce que je pense qu'elle est même plus robuste que celle que Newton a faite et qui lui a valu le prix Nobel en 2011. Et maintenant malheureusement en 2016 c'est quelque chose qu'on ne pourra pas réparer, mais c'était une des grandes femmes de la science et de l'astronomie. Et en fait ce qu'elle a révélé c'est qu'il y avait une incompatibilité entre deux choses que l'on croyait être correctes. Et si vous avez incompatibilité, et bien ce qu'on vous dit c'est que vous devez trouver un nouveau langage, un nouveau phénomène pour pouvoir réconcilier. Vous savez que on connaît la gravitation, on connaissait la loi de Newton, on sait qu'elle est testée à une très grande précision sur Terre. Depuis on avait la relativité générale qui est la théorie la mieux testée de toutes les théories de la physique. On a encore eu des preuves il y a quelques mois avec les connaissances d'étoiles à neutrons et ainsi de suite. Et donc on a du mal à changer la gravitation. Je pense que c'est pas parce que on n'osait pas toucher au portrait de Newton, c'est que c'est la chose la plus difficile, la théorie la plus difficile à modifier. Ça c'est la première chose. Et donc on s'est dit le plus simple, on fait plutôt les hypothèses les plus simples, on va faire essayer d'avoir une description qui est très rudimentaire. On va mettre des particules qui ont une masse et voir si simplement cette chose-là marche. Et en fait ça marche. Mais ça fait trop bien parce qu'on vous a parlé des taux de rotation de galaxies, donc la dynamique des galaxies. Il y avait avant les amas de galaxies par Franck-Sweeting dans les années 30. Il y avait les anisotropies du fond du photonique dont on parle des Higgs-Spiegel. Il y avait la structuration de l'univers qui est reliée à ça. Et en fait avec la même hypothèse